Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le ciel de New York semblait ce matin-là partager le chagrin de ceux réunis au cimetière de West Grove. Des nuages bas, épais et menaçants, s'accrochaient au gratte-ciel lointain comme s'ils refusaient de se disperser. La pluie tombait en fines traînées constantes, presque timides, mais suffisantes pour tremper les manteaux sombres et glisser sur les parapluies comme des larmes silencieuses tombant du ciel lui-même. Même les arbres semblaient s'incliner sous le poids du chagrin collectif, les feuilles pleurant en silence leur propre pluie. Autour de la fosse fraîchement creusée, une centaine de personnes s'étaient rassemblées, silencieuses, figées, les visages dissimulés sous les capuches, les chapeaux ou simplement inclinés vers le sol. Il y avait là des collègues de bureau, des camarades d'université, des voisins, et des membres d'associations qu'elle avait soutenues, tous venus rendre un dernier hommage à Madison, morte bien trop tôt, à seulement 27 ans. Madison. C'était une femme pleine d'éclat. De celles qui n'étaient pas juste présentes dans une pièce, mais qui l'éclairaient. Brillante diplômée en journalisme, passionnée par la justice sociale, défenseur infatigable des sans-voix, bénévole dans des centres d'accueil, elle s'était fait un nom en dénonçant, en racontant, en protégeant. Son rire, disent ses amis, avait le pouvoir de briser le silence d'une salle d'attente. Son regard savait lire ce que les mots taisaient. Sa mort était une absurdité. Survenue 2 semaines plus tôt, elle avait été retrouvée sans vie au pied d'un escarpement du Riverside Park, en pleine nuit. L'enquête avait été rapide, presque trop rapide. Pas de témoins. Pas de traces de lutte apparente. Accident, avait conclu la police. Un faux pas. Une chute tragique. Mais pour Robert, son père, cette conclusion sonnait creux. Avocat respecté, rigoureux, connu pour ses principes et son intégrité, il ne pouvait se résoudre à cette hypothèse. Il connaissait sa fille. Elle ne se promenait jamais seule la nuit, encore moins dans un parc mal éclairé. Elle était prudente, vigilante. Et surtout, elle lui avait parlé quelques jours avant sa mort d'un « dossier » qui la préoccupait. Quelque chose de gros. Quelque chose qui la suivait. Debout près de la tombe, Robert gardait une main posée sur le cercueil. Son visage était dur, mais son regard trahissait une tempête intérieure. Il ne pleurait pas. Pas parce qu'il ne ressentait rien. Mais parce qu'il refusait de tourner la page. Pas tant qu'il n'aurait pas compris. Pas tant qu'il ne saurait pas la vérité. À ses côtés, Caroline, sa femme, était comme brisée. Elle tenait un petit mouchoir de soie brodé, maintenant complètement détrempé. Ses doigts, crispés, tremblaient. Elle priait en silence, les lèvres remuant faiblement. Elle ne parlait presque plus depuis l'annonce de la mort de Madison. Elle avait cessé de manger, ne dormait que par à-coups. Ses yeux portaient la marque d'une peine impossible à exprimer. Le prêtre, vêtu d'une aube noire et d'une écharpe blanche trempée par la pluie, se tenait près du cercueil et récitait les derniers mots de la cérémonie. Et maintenant, nous rendons Madison à la terre. Que son âme repose dans la lumière éternelle. À cet instant précis, le bruit de la pluie changea. Il s'intensifia. Comme si la nature voulait soudain effacer quelque chose. Puis, un son différent se fit entendre, à peine perceptible, un pas, léger, sur les feuilles humides. Un murmure discret parcourut les rangs. Plusieurs têtes se tournèrent. Certains crurent d'abord à un retardataire maladroit. Mais ce qu'ils virent les fit frissonner. Un garçon avançait, lentement, entre les pierres tombales. Il n'avait pas de parapluie. Ni de veste appropriée. Ses vêtements étaient déchirés, sales, trop grands pour lui, imbibés par la pluie. Il marchait pieds nus sur l'herbe mouillée, ses orteils couverts de boue, ses jambes tremblantes à chaque pas. Sa peau était pâle, ses joues creuses. Ses yeux, noirs et immenses, semblaient contenir à la fois la fièvre, la peur, et quelque chose d'autre. Quelque chose de plus ancien que son âge. Une mémoire douloureuse. Le cortège s'ouvrit devant lui, incrédule. Le garçon, Noah Carter, même s'il ne connaissait pas encore son nom, ne semblait voir qu'une seule chose, Robert Ray. Il s'avança lentement jusqu'au bord de la fosse. Le cercueil n'avait pas encore été descendu. Il s'arrêta net. Son corps était raide,
ses poings serrés le long de ses flancs. Le silence était devenu oppressant. On n'entendait plus ni le prêtre, ni les oiseaux, ni même la pluie. Puis, d'une voix rauque, abîmée, presque étranglée, le garçon dit. « Le tueur est ici. »« Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda Robert d'une voix étouffée, à peine plus qu'un souffle, mais chaque personne autour de la tombe sembla l'entendre. L'instant était suspendu. Même la pluie semblait s'arrêter pour écouter. Le garçon releva lentement la tête. Il baissa légèrement la capuche de son sweat détrempé, révélant un visage juvénile, amaigri, marqué par la crasse, le froid, et la fatigue d'une vie passée dans les marges. Il n'avait pas plus de 16 ans. Pourtant ces yeux-là appartenaient à quelqu'un qui avait vu trop de choses pour son âge. Ses lèvres tremblaient, non de froid, mais d'effroi. « Je m'appelle Noah Carter, » dit-il d'un ton rauque, presque cassé. Il déglutit, jetant des regards rapides autour de lui, comme s'il cherchait une issue, une protection, ou un danger. Il y avait dans sa posture quelque chose d'animal, de méfiant, comme un oiseau blessé prêt à fuir au moindre mouvement brusque. Mais il tenait bon, planté là, au bord de la fosse. « Je vis dans la rue, » poursuivit-il. « Riverside Park, c'est là que je dors. Sous le vieux pont près des grilles. Je connais les ombres, les bruits, les coins sûrs, les coins dangereux. Je sais quand il faut se cacher et quand on peut respirer. » Sa voix s'accrochait à chaque mot, comme s'il avait besoin de fouiller dans ses souvenirs pour les sortir de la brume du trauma. « J'étais là, cette nuit-là. J'ai vu. » Il s'arrêta, reprit son souffle, les poings serrés. Ce n'était pas un accident. Un agent de sécurité, en retrait, s'approcha prudemment, l'air méfiant, prêt à l'éloigner pour trouble de cérémonie. Mais Robert, d'un simple geste de la main, ferme, autoritaire, implacable, arrêta l'intervention. « Laisse-le parler, » dit-il sans quitter Noah des yeux. Noah inspira longuement, comme pour rassembler ce qui lui restait de courage. Sa voix, plus assurée maintenant, résonna dans le silence écrasant du cimetière. « Votre fille, elle courait. Elle était effrayée. J'étais caché dans les buissons, je cherchais à me réchauffer près des grilles métalliques. Puis j'ai entendu des pas précipités, un cri étouffé. Elle courait, oui. Elle fuyait quelqu'un. Un homme. Grand. Bien habillé. Il avait une voix dure. Il l'a rattrapée. Ils se sont disputés. Elle criait, elle disait quelque chose sur des preuves, sur des dossiers. Lui, il voulait qu'elle se taise. Puis il a perdu patience. La foule était pétrifiée. Il l'a bousculée. Elle a reculé. Elle a trébuché sur une racine. Et elle est tombée. Les derniers mots furent chuchotés. Et pourtant, ils frappèrent les cœurs comme un tonnerre. Je me suis caché. J'ai eu peur. Il s'est approché du bord, a regardé en bas. Puis il est parti. Tranquillement. Comme si de rien n'était. J'ai voulu crier, mais je me suis figé. J'étais paralysé. Et puis, personne ne m'aurait cru. Qui aurait écouté un gamin sale, affamé, dormant sous les ponts? Alors j'ai gardé le silence. Il marqua une pause. Un silence qui dura une éternité. Mais il est ici aujourd'hui, ajouta-t-il. Sa voix était maintenant plus ferme. Il se tient parmi vous. Il est venu, faire semblant. Pleurer. Regardez ce cercueil descendre. Il regarde cette famille pleurer. Un frisson parcourut l'assemblée. Les visages se tournèrent. Certains se reculèrent instinctivement. D'autres scrutaient leurs voisins, inquiets, tendus, mal à l'aise. Noah fouilla lentement dans la poche ventrale de son sweat mouillé. Ses doigts en sortirent un petit objet argenté, qu'il tendit à deux mains comme une offrande fragile. Une chaîne. Fine. En argent terni. Et au bout, un pendentif, une petite aile d'ange, légèrement tordue, abîmée sur un côté, comme brisée dans sa chute. C'était à elle, dit-il. Elle l'a perdue quand elle est tombée. Je l'ai ramassée. J'ai pas osé m'en débarrasser. Je me disais que, peut-être un jour, quelqu'un voudrait savoir. Alors je l'ai gardée. Pour ne pas oublier. Pour elle.
Robert s'approcha lentement, comme un homme hypnotisé. Il prit le bijou entre ses doigts, et son souffle se coupa net. Il la connaissait. Cette chaîne. Ce pendentif. C'était un cadeau de sa propre mère à Madison. Un bijou de famille. Madison ne s'en séparait jamais. Pas même pour dormir. Elle y tenait comme à un talisman. Une promesse. Un souvenir. Ses mains se mirent à trembler. La chaîne semblait vibrer entre ses doigts, glacée, vivante. Il leva les yeux vers Noah, bouleversé. Ce garçon, cet inconnu surgissant au milieu d'un adieu, venait de faire voler en éclats la version officielle. Il venait de transformer le deuil en mystère. La tristesse en rage. Et le silence, en quête de justice. Soudain, au moment même où le silence pesait lourd sur l'assemblée, un mouvement discret attira l'attention. Un homme, vêtu d'un costume sombre trop rigide pour un simple proche en deuil, recula lentement, ses yeux cherchant une échappatoire entre les pierres tombales. Il transpirait, bien que le vent automnal fût frais. Ses mains tremblaient légèrement. Il tentait de rester invisible, mais l'angoisse avait pris le dessus sur la prudence. Il s'appelait Elliot Crane. Ancien collègue de Madison Hale. Ingénieur financier dans la même firme. Il y a 2 ans, il avait commencé à la fréquenter professionnellement, puis, selon certaines rumeurs, il s'était mis à lui faire des avances insistantes. Madison, fidèle à sa droiture, l'avait repoussé avec fermeté. Plusieurs témoins avaient même rapporté avoir vu Elliot s'énerver à la suite de son refus. Mais rien n'avait été formellement signalé. Parmi les personnes présentes aux obsèques, un homme ne portait ni noir, ni larmes. Détective Marcus Bell, de la brigade criminelle de Riverside, observait silencieusement les comportements, les regards, les non-dits. Lorsque Noah avait crié que « le tueur est ici », Bell n'avait pas ri. Il avait scruté les visages. Et maintenant, il avait vu le léger recul d'Elliot, son regard fuyant, sa main qui glissait vers sa poche intérieure comme pour protéger quelque chose ou peut-être se préparer à fuir. Bell fit un pas. Elliot sentit la pression et tourna brutalement les talons. « Et stoppez-le » cria le détective. Dans un chaos étouffé, 2 officiers en civil jaillirent de part et d'autre de l'allée. Elliot tenta de courir, renversant une jardinière funéraire, manquant de peu un vieux monsieur en fauteuil roulant. Mais la grille du cimetière était encore loin. Un des officiers le plaqua au sol dans les graviers. Elliot se débattit, hurla qu'il n'avait rien fait, que c'était une erreur. Mais son regard affolé le trahissait. Noah, toujours debout près du cercueil, tremblait. Mais son regard était fixe, résolu. Il s'avança doucement, malgré la main protectrice d'une femme de l'église posée sur son épaule. « C'est lui, dit-il dans un souffle. C'est lui que j'ai vu cette nuit-là, derrière le restaurant. » Il la suivait. Les mots claquèrent dans l'air glacial. Le père de Madison, bouleversé, mit un genou à terre. Ses mains se crispèrent sur le cercueil, les larmes brouillant sa vue. Au commissariat. Conduit au poste de police, Elliot fut interrogé pendant des heures. D'abord hautain, indigné, il nia avec vigueur. Il affirma qu'il n'était même pas à Riverside ce soir-là, qu'il assistait à une conférence à New York. Il jura que Madison et lui n'avaient plus aucun contact depuis 1 an. Mais les preuves commencèrent à s'accumuler. Les enquêteurs mirent la main sur les enregistrements d'une caméra de surveillance située à l'arrière d'un bâtiment proche du restaurant où Madison avait été vue pour la dernière fois. Une image floue, mais indiscutable, montrait un homme grand au costume sombre, suivant Madison à une 15aine de mètres, juste avant qu'elle ne disparaisse dans la nuit. Lorsqu'ils lui montrèrent cette image, Elliot devint blême. « C'est pas ce que vous croyez, balbutia-t-il. Le détective Bell pencha la tête, silencieux. Elle allait tout foutre en l'air, cracha Elliot finalement, sa voix chargée d'amertume. Madison voulait révéler des documents, des fichiers confidentiels. Des irrégularités comptables. Elle disait que notre entreprise blanchissait de l'argent. J'ai essayé de la convaincre de se taire. J'ai tenté de lui faire peur, de la dissuader. Il baissa les yeux. Elle m'a ri au visage. Alors je l'ai poussée. C'était juste un geste. Elle a glissé.
Sa tête a heurté la pierre. Je ne voulais pas ça. Le silence dans la salle d'interrogatoire fut plus glaçant qu'un hiver entier. Retour au cimetière quelques jours plus tard. Un nouveau cortège s'était formé. Cette fois, pas de cercueil, pas de cris d'enfant. Seulement une plaque, posée près de la tombe. Grâce au courage d'un enfant sans toit, justice a pu parler. Noah le témoin que personne ne regardait. Le père de Madison, le regard encore meurtri mais droit, serra la main de Noah. Tu as vu ce que personne ne voulait voir. Et tu as parlé. Tu lui as rendu sa voix. Tu lui as rendu sa dignité. Noah baissa les yeux, intimidé. Puis il sortit un vieux dessin de sa poche. Madison, debout, tenant un parapluie, souriante, au milieu d'un orage. Elle me donnait toujours un sandwich, quand je passais derrière le restaurant. Elle disait que les invisibles méritaient d'être vus. Le père de Madison serra le garçon dans ses bras. Et pour la première fois depuis longtemps, Noah sentit qu'il avait enfin une place dans ce monde. Quelques jours après l'arrestation et la révélation publique, une atmosphère lourde d'émotion enveloppait la salle de conférence du palais de justice de New York. Les caméras étaient braquées sur le pupitre, les micros tendus, et une foule de journalistes impatients remplissait la salle. Au centre de l'attention, Robert s'avança, le visage grave mais déterminé. À ses côtés, debout légèrement en retrait, se tenait Noah Carter. Ce garçon dont la vie avait basculé en quelques semaines. Son regard, bien que toujours marqué par la méfiance et la fragilité, témoignait d'une force nouvelle, encore timide, mais bien présente. Robert prit la parole d'une voix claire, posée. Cet enfant a eu le courage que beaucoup d'adultes n'ont pas eu. Sa voix se brisa un instant, mais il continua, résolu. Sans lui, la mort de ma fille aurait été classée comme un simple accident. Il a parlé, malgré la peur, malgré l'isolement. Il a brisé le silence. Et pour cela, il mérite une seconde chance. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Les regards se tournèrent vers Noah, qui baissa les yeux, timide, presque écrasé par tant d'attention. Après cette déclaration, les médias s'emparèrent de l'histoire. Le courage de ce garçon des rues émut la ville tout entière. Plusieurs associations pour la protection de l'enfance proposèrent leur aide. Des anonymes vinrent offrir des vêtements, des livres, des dessins. Pendant ce temps, Robert et Caroline prirent une décision qui allait changer leur vie autant que celle de Noah. Ils demandèrent officiellement la garde temporaire du garçon. Leur foyer, autrefois silencieux et marqué par la douleur, se remplit doucement d'une présence nouvelle. Noah fut accueilli avec prudence, bien sûr, mais aussi avec une bienveillance qu'il n'avait jamais connue. Ils l'inscrivirent dans un programme éducatif adapté à ses besoins, dans une école à taille humaine où il pouvait progresser à son rythme. Ils engagèrent un psychologue spécialisé dans le traumatisme infantile, conscient que le chemin vers la reconstruction serait long. Au début, Noah resta muet. Le poids de ses souvenirs l'étouffait. Il dormait peu, avait des cauchemars, se repliait sur lui-même. Mais peu à peu, il trouva un exutoire, le dessin. Armé de crayons et de papier blanc, il commença à coucher sur le papier ce que les mots refusaient encore de dire. Des ruelles froides, des nuits sans fin, des regards fuyants. Mais aussi, la lumière. La lumière que Madison avait laissée dans sa vie. Il dessinait un portrait d'elle, tel qu'il l'avait vue, avec ce sourire qui réchauffait l'ombre, ce regard qui semblait lui dire qu'il n'était pas invisible. Un jour, il confia à Caroline. Elle m'a regardé comme un être humain, pas comme un gamin sale qui traîne dans la rue. Elle m'a donné un sandwich et un sourire. Je ne l'ai jamais oublié. Un an plus tard, dans un centre d'art contemporain de Brooklyn, une exposition captivait la presse locale. Entre les ombres par Noah Carter. Sur les murs, des toiles en noir et blanc, puissantes, brutes, émouvantes. Des scènes de ville nocturne, des ruelles désertes, des ponts sous la pluie. Des regards qui racontaient des histoires de solitude, de peur, mais aussi d'espoir. Et, au centre de la salle, un grand portrait. Celui de Madison. Immobile, le regard tourné vers un ciel étoilé où brillait une unique étoile. Parmi les visiteurs, Robert et Caroline, silencieux, les yeux embués de larmes. Ils se tenaient la main, émus par ce chemin parcouru.
Une petite plaque à l'entrée de la galerie portait cette simple phrase. À celle qui a vu l'enfant que j'étais, quand le monde m'avait déjà oublié. Noah. Ce jour-là, Noah n'était plus un garçon des rues, mais un artiste en devenir, une voix nouvelle portée par le courage et la mémoire.